Bienvenue sur la chaîne Edera. Nous vous proposons des lectures de contes, mythes et légendes anciennes. Je vais vous conter un extrait du roman épistolaire Dracula, écrit par Bram Stoker et publié en 1897. En voici la troisième partie. Alors éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emporter dans cet univers. Pour une meilleure immersion, je vous conseille d'écouter cette histoire munie d'un casque ou d'écouteurs. Prisonnier. Quand je compris cela, je crus devenir fou. En courant, je montais et descendais les escaliers à plusieurs reprises, essayant d'ouvrir chaque porte que je rencontrais, regardant anxieusement par toutes les fenêtres devant lesquelles je passais. Mais bientôt, le sentiment de mon impuissance anéantit toute volonté en moi. Et quand j'y songe, maintenant que quelques heures se sont écoulées, je me dis que vraiment j'étais fou. Car je m'en rendis compte, je me débattais tel un rat dans une trappe. Une fois cependant que je sus qu'il n'y avait hélas rien à faire, je m'assis tranquillement, calme. Je crois comme jamais encore je ne l'avais été de ma vie. Pour réfléchir à ma situation et chercher comment je pourrais tout de même y remédier. À l'heure qu'il est, j'y réfléchis toujours sans être parvenu à aucune conclusion. Je suis certain d'une seule chose, c'est qu'il est absolument inutile de faire part au comte de mes sentiments. Mieux que quiconque, il sait que je suis prisonnier ici. Il l'a voulu, et sans aucun doute a-t-il ses raisons pour cela. Si donc je me confie à lui, il est trop évident qu'il ne me dirait pas la vérité. Pour peu que je distingue clairement la ligne à suivre, il me faudra taire ce que je viens de découvrir, ne rien laisser soupçonner de mes craintes, et garder les yeux ouverts. Je suis, je le sais, ou bien comme un petit enfant abusé par la peur, ou bien dans de beaux draps. Et s'il en est ainsi, j'ai besoin et j'aurai besoin dans les jours à venir de toute ma clairvoyance. J'en étais arrivé à ce point de mes réflexions, quand j'entendis la grande porte d'en bas se refermer. Le comte était rentré. Il ne vint pas tout de suite dans la bibliothèque et moi, sur la pointe des pieds, je retournai dans ma chambre. Quelle ne fut pas ma surprise de le trouver là. En train de faire mon lit, je fus grandement étonné. Certes, mais cela eut aussi pour effet de me confirmer ce que je pensais depuis le début, qu'il n'y avait pas de domestique dans la maison. Et quand un peu plus tard, je le vis par la fente de la porte mettre le couvert dans la salle à manger, je n'en doutais plus. Car s'il se chargeait de ces tâches, c'est qu'il n'y avait personne d'autre pour les remplir. Je frissonnais horriblement en songeant alors que, s'il n'y avait aucun domestique au château, c'était le comte en personne qui conduisait la voiture qui m'y avait emmené. Si telle était la vérité, que signifie ce pouvoir qu'il a de se faire obéir des loups, comme il l'a fait en levant simplement la main? Pourquoi tous les habitants de Bistritz et tous mes compagnons de diligence nourrissaient-ils de telles craintes pour moi? Pourquoi m'avait-on donné la petite croix, la gousse d'ail, la rose sauvage? Bénie soit la brave femme qui m'a mis ce crucifix au cou, car je me sens plus fort et plus courageux chaque fois que je le touche. Je m'étonne qu'un objet que l'on m'a depuis toujours appris à considérer comme inutile et de pure superstition puisse m'être de quelque secours dans la solitude et la détresse. Ce petit crucifix possède-t-il une vertu intrinsèque, ou bien n'est-ce qu'un moyen pour raviver de chers souvenirs? Un jour, je l'espère, j'examinerai la question et j'essayerai de me faire une opinion. En attendant, je dois chercher à me renseigner autant que possible au sujet du comte Dracula. Cela m'aidera peut-être à mieux comprendre ce qui se passe. Et peut-être ce soir, parlera-t-il spontanément, si un mot de ma part fait dévier la conversation en ce sens. Toutefois, je le répète, il me faudra être très prudent, afin qu'il ne se doute pas de mes appréhensions. Minuit. J'ai eu un long entretien avec le comte. Je lui ai posé quelques questions sur l'histoire de la Transylvanie. Et il s'animait en me répondant. Le sujet semblait lui plaire. Tandis qu'il parlait des choses et des gens, et surtout quand il parlait de bataille, on eût dit qu'il avait assisté à toutes les scènes qu'il me décrivait. Cette attitude, il me l'expliqua en disant que pour un boyard, la gloire de sa famille et de son nom
C'était son orgueil personnel, que leur honneur est son honneur et leur destin son destin. Chaque fois qu'il parlait de sa famille, il disait « nous », mais presque toujours employait le pluriel, ainsi que font les rois. Je voudrais pouvoir reproduire ici exactement tout ce qu'il m'a raconté, car pour moi, ce fut proprement fascinant. Il me semblait entendre toute l'histoire du pays. Il s'excitait de plus en plus. Il marchait de long en large dans la pièce, tout en tirant sur sa grande moustache blanche et saisissant n'importe quel objet sur lequel il mettait la main, comme s'il voulait l'écraser. Lorsqu'il se tut, le matin était proche, et nous nous séparâmes pour aller nous coucher. Journal de Jonathan Harker, 12 mai. Qu'on me permette d'exposer des faits, dans toute leur nudité, leur crudité, tels qu'on peut les vérifier dans les livres et dont il est impossible de douter. Il me faut prendre garde de ne pas les confondre avec ce que j'ai pu moi-même observer ou avec mes souvenirs. Hier soir, lorsque le comte a quitté sa chambre pour venir me retrouver, tout de suite, il s'est mis à m'interroger sur des questions de droit et sur la façon de traiter certaines affaires. Justement, ne sachant que faire d'autre pour m'occuper l'esprit, j'avais passé la journée à consulter plusieurs livres, à revoir divers points que j'avais étudiés à Lincoln Inns. Lorsqu'il eut tous les renseignements qu'il désirait, et que de mon côté, j'eus vérifié quelques points dans les livres que j'avais sous la main, il se leva brusquement en me demandant « Depuis votre première lettre, avez-vous de nouveau écrit à notre ami Monsieur Peter Hawkins ou à d'autres personnes ?» Ce ne fut pas sans quelque amertume que je lui répondis que non, que je n'avais pas encore eu l'occasion d'envoyer aucune lettre à mes amis. « Alors, écrivez maintenant, » dit-il en appuyant sa lourde main sur mon épaule. « Écrivez à Monsieur Peter Hawkins et à qui vous voulez, et annoncez, s'il vous plaît, que vous séjournerez ici encore 1 mois à partir d'aujourd'hui. » « Vous désirez que je reste ici si longtemps ?» fis-je en frissonnant à cette seule pensée. « Exactement, je le désire et je n'accepterai aucun refus. Quand votre maître, votre patron, peu importe le nom que vous lui donnez, s'engagea à m'envoyer quelqu'un en son nom, il a été bien entendu que j'emploierai ses services comme bon me semblerait. Pas de refus, vous êtes d'accord ? Que pouvais-je faire sinon m'incliner ? Il y allait de l'intérêt de M. Hawkins, non du mien. Et c'est à M. Hawkins que je devais penser, non à moi. En outre, pendant que le comte Dracula parlait, un je ne sais quoi dans son regard et dans son comportement me rappelait que j'étais prisonnier chez lui et que, l'aurais-je voulu, je n'aurais pu abréger mon séjour. Il comprit sa victoire à la façon dont je m'inclinais et vit au trouble qui parut sur mes traits que décidément, il était le maître. Aussitôt, il exploita cette double force en poursuivant avec cette douceur de ton habituel chez lui et à laquelle on ne pouvait résister. « Je vous prie avant tout, mon cher et jeune ami, de ne parler dans vos lettres que d'affaires. Sans doute vos amis aimeront-ils savoir que vous êtes en bonne santé et que vous songez au jour où vous serez de nouveau près d'eux. De cela aussi, vous pouvez leur dire un mot. » Tout en parlant, il me tendit 3 feuilles de papier et 3 enveloppes. C'était du papier très mince, et comme mon regard allait des feuilles et des enveloppes au visage du comte, qui souriait tranquillement, ses longues dents pointues reposant sur la lèvre inférieure très rouge, je compris, aussi clairement que s'il me l'avait dit, que je devais prendre garde à ce que j'allais écrire, car il pourrait lire le tout. Aussi, décidai-je de n'écrire ce soir que des lettres brèves et assez insignifiantes, me réservant d'écrire plus longuement, par après et en secret, à M. Hawkins ainsi qu'à Mina. À Mina, il est vrai, je pouvais écrire en sténographie, ce qui, et c'est le moins qu'on puisse dire, embarrasserait bien le comte s'il voyait cet étrange griffonnage. J'écrivis donc 2 lettres, puis je m'assis tranquillement pour lire, tandis que le comte s'occupait également de correspondance, s'arrêtant parfois d'écrire pour consulter certains livres qui se trouvaient sur la table. Son travail terminé, il prit mes 2 lettres qu'il joignit aux siennes. Il les prit une à une, les timbra avec soin, puis, se tournant vers moi, me dit « Vous voudrez bien m'excuser, je l'espère, mais j'ai beaucoup de travail ce soir. Vous trouverez ici, n'est-ce pas, tout ce dont vous avez besoin. » Arrivé à la porte, il se retourna, attendit un moment et reprit. « Laissez-moi vous donner un conseil, mon cher jeune ami, ou plutôt un avertissement.
Si vous arrivez jamais de quitter ces appartements, nulle part ailleurs dans le château vous ne trouveriez le sommeil. Car ce manoir est vieux, il est peuplé de souvenirs anciens. Et les cauchemars attendent ceux qui dorment là où cela ne leur est pas permis. Soyez donc avertis, si à n'importe quel moment vous avez sommeil, si vous sentez que vous allez vous endormir, alors regagnez votre chambre plus vite, ou l'une ou l'autre de ces pièces-ci. De la sorte, vous pourrez dormir en toute sécurité. Mais si vous n'y prenez pas garde... Le ton sur lequel il avait prononcé ces dernières paroles sans même achever sa phrase avait quelque chose de propre à vous faire frémir d'horreur. En même temps, il eut un geste comme pour signifier qu'il s'en lavait les mains. Je compris parfaitement. Un seul doute subsistait à présent pour moi. Se pouvait-il qu'un rêve, n'importe lequel, fût plus terrible que ce filet aux mailles sombres et mystérieuses qui se refermait sur moi? Un peu plus tard. Je relis les derniers mots que j'ai écrits. Je les approuve, et pourtant aucun doute ne me fait plus hésiter. Nulle part, je ne craindrai de m'endormir, pourvu que le conte n'y soit pas. J'ai accroché la petite croix au-dessus de mon lit. Je suppose que, ainsi, mon repos sera calme, sans cauchemar, et la petite croix restera là. Quand le conte m'eut quitté, de mon côté, je me retirai dans ma chambre. Quelques moments se passèrent. Puis comme je n'entendais pas le moindre bruit, je sortis dans le couloir et montai l'escalier de pierre jusqu'à l'endroit où j'avais vu sur le sud. Encore que cette vaste étendue me fût inaccessible, comparée à l'étroite cour obscure du château, j'avais en la regardant comme un sentiment de liberté. Au contraire, quand mes regards plongeaient dans la cour, j'avais véritablement l'impression d'être prisonnier, et je ne désirais rien d'autre que de respirer une bouffée d'air frais, même si c'était l'air nocturne. Éveiller une partie de la nuit, comme je suis obligé de le faire ici, me met à bout. Je sursaute rien qu'à voir mon ombre, et toutes sortes d'idées, plus horribles les unes que les autres, me passent par la tête. Dieu sait, il est vrai, que mes craintes sont fondées. Je contemplais donc le paysage magnifique qui s'étendait sous le clair de lune, presque aussi distinct que pendant la journée. Sous cette douce lumière, les collines les plus lointaines se confondaient pourtant, et les ombres dans la vallée et dans les gorges étaient d'un noir velouté. Cette simple beauté me calmait. Chaque souffle d'air apportait avec lui paix et réconfort. Comme je me penchais à la fenêtre, mon attention fut attirée par quelque chose qui bougeait à l'étage, en dessous, un peu à ma gauche. Parce que je savais de la disposition des chambres, il me sembla que les appartements du comte pouvaient se trouver précisément à cet endroit. La fenêtre à laquelle je me penchais était haute, d'embrasures profondes, avec des meneaux de pierre. Quoique abîmée par les ans et les intempéries, rien d'essentiel n'y manquait. Je me redressai afin de ne pas être vue, mais je continuai à faire le guet. La tête du comte passa par la fenêtre de l'étage en dessous. Sans voir son visage, je reconnus l'homme à son cou, à son dos et au geste de ses bras. D'ailleurs, ne fût-ce qu'à cause de ses mains que j'avais eu tant d'occasions d'examiner, je ne pouvais pas me tromper. Tout d'abord, je fus intéressée et quelque peu amusée, puisqu'il ne faut vraiment rien pour intéresser et amuser un homme quand il est prisonnier. Ces sentiments pourtant firent bientôt place à la répulsion et à la frayeur, quand je vis le comte sortir lentement par la fenêtre et se mettre à ramper, la tête la première, contre le mur du château. Il s'accrochait ainsi au-dessus de cet abîme vertigineux, et son manteau s'étalait de part et d'autre de son corps comme deux grandes ailes. Je ne pouvais en croire mes yeux. Je pensais que c'était un effet du clair de lune, un jeu d'ombre. Mais en regardant toujours plus attentivement, je compris que je ne me trompais pas. Je voyais parfaitement les doigts et les oreilles qui s'agrippaient au rebord de chaque pierre, dont les années avaient enlevé le mortier, et utilisant ainsi chaque aspérité, il descendit rapidement, exactement comme un lézard se déplace le long d'un mur. Quel homme est-ce, ou plutôt quel genre de créature sous l'apparence d'un homme? Plus que jamais, je sens l'horreur de ce lieu. J'ai peur, j'ai terriblement peur, et il m'est impossible de m'enfuir. Journal de Jonathan Harker, 15 mai. J'ai encore vu le comte qui sortait en rampant à la manière d'un lézard. Il descendait le long du mur,
légèrement de biais. Il a certainement parcouru 100 pieds en se dirigeant vers la gauche, puis il a disparu dans un trou ou par une fenêtre. Quand sa tête ne fut plus visible, je me suis penchée pour essayer de mieux comprendre ce que tout cela signifiait, mais sans y parvenir. Cette fenêtre ou ce trou étant trop éloigné de moi. Cependant, j'étais certain qu'il avait quitté le château, et j'en profitais pour explorer celui-ci comme je n'avais pas encore osé le faire. Reculant de quelques pas, je me retrouvai au milieu de la chambre, pris une lampe et essayai d'ouvrir toutes les portes l'une après l'autre. Tout était fermé à clé, ainsi que je l'avais prévu, et les serrures, je m'en rendis compte, étaient assez neuves. Je redescendis l'escalier et pris le corridor par la porte duquel j'étais entré dans la maison, la nuit de mon arrivée. Je m'aperçus que je pouvais facilement ouvrir les verrous de la porte et en ôter les chaînes, mais la porte elle-même était fermée à clé. On avait enlevé la clé. Elle devait être dans la chambre du comte. Il me faudrait donc saisir l'instant où la porte de sa chambre ne serait pas fermée afin de pouvoir y pénétrer, m'emparer de la clé et m'évader. Je continuais à examiner en détail tous les couloirs et les différents escaliers et à tenter d'ouvrir les portes que je rencontrais au passage. Celle d'une ou deux petites pièces donnant sur le corridor étaient ouvertes, mais il n'y avait rien là de bien intéressant. Quelques vieux meubles couverts de poussière, quelques fauteuils aux étoffes mangés par les mites. À la fin pourtant, j'arrivai en haut de l'escalier, devant une porte qui, bien qu'elle semblât fermée à clé, céda un peu quand j'y appuyai la main. En appuyant davantage, je m'aperçus que de fait, elle n'était pas fermée à clé, mais qu'elle résistait simplement parce que les gonds en étaient légèrement descendus, et que par conséquent, elle reposait à même le plancher. C'était là une occasion qui peut-être ne se représenterait plus. Aussi devais-je essayer d'en profiter. Après quelques efforts, j'ouvris la porte. J'étais dans une aile du château qui se trouvait plus à droite que les appartements que je connaissais déjà, et à un étage plus bas. En regardant par les fenêtres, je vis que ces appartements s'étendaient le long du côté sud du château, les fenêtres de la dernière pièce donnant à la fois sur le sud et sur l'ouest. De part et d'autre se creusait un grand précipice. Le château était bâti sur le coin d'un immense rocher, de sorte que sur 3 côtés, il était inexpugnable. Aussi bien les hautes fenêtres pratiquées dans ses murs, mais qu'il eût été impossible d'atteindre par aucun moyen, ni fronde, ni arc, ni arme à feu. Ces fenêtres rendaient claire et agréable cette partie du château. Vers l'est, on voyait une vallée profonde, et s'élevant dans le lointain, de hautes montagnes, peut-être des repères de brigands et des pics abruptes. Nul doute que ces appartements étaient jadis habités par les dames, car tous les meubles paraissaient plus confortables que ceux que j'avais vus jusqu'ici dans les autres pièces. Il n'y avait pas de rideaux aux fenêtres, et le clair de lune, entrant par les vitres en forme de losange, permettait de distinguer les couleurs elles-mêmes, tandis qu'il adoucissait, en quelque sorte, l'abondance de poussière qui recouvrait tout et atténuait un peu les ravages du temps et des mythes. Ma lampe était sans doute assez inutile par ce brillant clair de lune. Pourtant, j'étais bien aise de l'avoir prise, car je me trouvais tout de même dans une solitude telle qu'elle me glaçait le cœur et me faisait réellement trembler. Toutefois, cela valait mieux que d'être seule dans une des pièces que la présence du comte m'avait rendue odieuse. Aussi, après un petit effort de volonté, je sentis le calme revenir en moi. J'étais là, assis à une petite table de chêne où sans doute autrefois une belle dame s'était installée, rêvant et rougissant en même temps, pour écrire une lettre d'amour assez maladroite. J'étais là, consignant dans mon journal en caractères sténographiques tout ce qui m'était arrivé depuis que je l'avais fermé la dernière fois. C'est bien là le progrès du XIXe siècle. Et pourtant, à moins que je ne m'abuse, les siècles passés avaient et ont encore des pouvoirs qui leur sont propres et que le modernisme ne peut pas tuer. Journal de Jonathan Harker. 16 mai au matin. Dieu veuille que je garde mon équilibre mental, car c'est tout ce qu'il me reste. La sécurité ou l'assurance de sécurité sont choses qui pour moi appartiennent au passé.
Pendant les semaines que j'ai encore à vivre ici, je ne puis espérer qu'une chose, c'est de ne pas devenir fou. Pour autant que je ne le sois pas déjà. Et si je suis sain d'esprit, il est assurément affolant de penser que de toutes les menaces dont je suis entouré ici, la présence du comte est la moindre. De lui seul, je puis attendre mon salut, quand bien même ce serait en servant ses desseins. Grand Dieu, Dieu miséricordieux, faites que je reste calme, car si mon calme m'abandonne, il cédera la place à la folie. Certaines choses s'éclairent qui, jusqu'ici, sont restées pour moi assez confuses. Par exemple, je n'avais jamais très bien saisi ce que Shakespeare voulait dire quand il faisait dire à Hamlet « Mes tablettes, c'est l'instant d'y écrire !» Maintenant que j'ai l'impression que mon cerveau est comme sorti de ses gonds ou qu'il a reçu un choc fatal, moi aussi je m'en remets à mon journal. Il me servira de guide. Le fait d'y inscrire en détail tout ce que je découvre sera pour moi un apaisement. Le mystérieux avertissement du comte m'avait effrayé au moment même. Il m'effraie plus encore maintenant que j'y pense, car je sais que cet homme gardera sur moi un terrible ascendant. Il me faudra craindre de ne pas assez prendre au sérieux la moindre de ses paroles. Quand j'eus écrit ces lignes de mon journal et remis feuillets et plumes dans ma poche, j'eus envie de dormir. Je n'avais nullement oublié l'avertissement du comte, mais je pris plaisir à désobéir. Le clair de lune me semblait doux, bienfaisant, et le vaste paysage que j'apercevais au dehors me réconfortait. Je l'ai dit, et me donnait un sentiment de liberté. Je décidai de ne pas retourner dans ma chambre, ou dans les pièces attenantes que j'étais décidé à fuir, parce que je ne les connaissais que trop bien, et de dormir ici, où l'on devinait encore la présence des dames du temps jadis, où elles avaient chanté peut-être, et sûrement passé doucement leur vie monotone, mais le cœur parfois gonflé de tristesse, lorsque leurs compagnons menaient au loin des guerres sans merci. J'approchai une chaise longue de la fenêtre, afin qu'étendue, je puisse encore voir le paysage, et ignorant la poussière qui la recouvrait, je m'y installai pour dormir. Sans doute me suis-je en effet endormi. Je l'espère, encore que je craigne que non, car tout ce qui suivit me parut tellement réel, si réel que maintenant, au grand jour, dans ma chambre éclairée par le soleil matinal, je n'arrive pas à croire que j'ai pu rêver. Je n'étais pas seule. Rien dans la chambre n'avait changé depuis que j'y étais entrée. Je voyais sur le plancher éclairé par la lune les traces de mes propres pas dans la poussière. Mais en face de moi se tenaient 3 jeunes femmes, des dames de qualité à en juger par leur toilette et leurs manières. À l'instant où je les aperçus, je crus que je rêvais, car bien que le clair de lune entrât par une fenêtre placée derrière elles ne projetaient aucune ombre sur le plancher. Elles s'avancèrent vers moi, me dévisagèrent un moment, puis se parlèrent à l'oreille. 2 d'entre elles avaient les cheveux bruns, le nez aquilin comme le comte, et de grands yeux noirs, perçants, qui dans la pâle clarté de la lune, donnaient presque la sensation du feu. La 3e était extraordinairement belle, avec une longue chevelure d'or ondulée et des yeux qui ressemblaient à de pâles saphirs. Il me semblait connaître ce visage, et ce souvenir était lié à celui d'un cauchemar, encore qu'il me fût impossible de me rappeler au moment même où et dans quelles circonstances je l'avais vue. Toutes les 3 avaient les dents d'une blancheur éclatante, et qui brillaient comme des perles entre leurs lèvres rouges et sensuelles. Quelque chose en elles me mettait mal à l'aise. J'éprouvais à la fois désir et épouvante. Oui, je brûlais de sentir sur les miennes les baisers de ces lèvres rouges. Peut-être vaudrait-il mieux ne pas écrire ces mots, car cela pourrait faire de la peine à Mina si elle lit jamais mon journal. Et pourtant, c'est la vérité. Les 3 jeunes femmes bavardaient entre elles, puis elles riaient, d'un rire musical, argentin, qui pourtant avait un je ne sais quoi de dur, un son qui semblait ne pas pouvoir sortir de lèvres humaines. C'était comme le tintement, doux mais intolérable de vers sous le jeu d'une main à droite. La blonde hocha la tête d'un air provoquant, tandis que les autres la poussaient. « Allez-y, dit l'une d'entre elles, ce sera vous la première, nous vous suivrons. Il est jeune et fort. À toutes 3, il nous donnera un baiser. » Sans bouger, je regardais la scène à travers mes paupières à demi fermées, en proie à une impatience, à un supplice exquis. La blonde s'approcha, se pencha sur moi au point que je sentis sa respiration.
L'haleine, en un sens, était douce, douce comme du miel, et produisait sur les nerfs la même sensation que sa voix, mais quelque chose d'amer se mêlait à cette douceur, quelque chose d'amer comme il s'en dégage de l'odeur du sang. Je n'osais pas relever les paupières, mais je continuais néanmoins à regarder à travers mes cils, et je voyais parfaitement la jeune femme, maintenant agenouillée, de plus en plus penchée sur moi, l'air ravi, comblé. Sur ses traits était peinte une volupté à la fois émouvante et repoussante, et tandis qu'elle courbait le cou, elle se pourléchait réellement les babines comme un animal, à tel point que je pus voir à la clarté de la lune la salive scintiller sur les lèvres couleur de rubis, et sur la langue rouge qui se promenait sur les dents blanches et pointues. Sa tête descendait de plus en plus. Ses lèvres furent au niveau de ma bouche, puis de mon menton, et j'eus l'impression qu'elle allait se refermer sur ma gorge. Mais non, elle s'arrêta, et j'entendis un bruit, un peu semblable à un clapotis que faisait sa langue en léchant encore ses dents et ses lèvres, tandis que je sentais le souffle chaud passer sur mon cou. Alors la peau de ma gorge réagit comme si une main approchait de plus en plus pour chatouiller, et ce que je sentis, ce fut la caresse tremblante des lèvres sur ma gorge, et la légère morsure de 2 dents pointues. La sensation se prolongeant, je fermai les yeux dans une extase langoureuse, puis j'attendis le cœur battant. Mais au même instant, j'éprouvai une autre sensation, rapide comme l'éclair. Le comte était là, comme surgi d'une tourmente. En effet, en ouvrant malgré moi les yeux, je vis sa main de fer saisir le cou délicat de la jeune femme et la repousser avec une force herculéenne. Cependant, les yeux bleus de la femme brillaient de colère, ses dents blanches grinçaient de fureur et les jolies joues s'empourpraient d'indignation. Quant au comte, jamais je n'aurais imaginé qu'on pût se laisser emporter par une telle fureur. Ses yeux jetaient réellement des flammes, comme si elles provenaient de l'enfer même. Son visage était d'une pâleur de cadavre et ses traits durs étaient singulièrement tirés. Les sourcils épais qui se rejoignaient au-dessus du nez ressemblaient à une barre mouvante de métal chauffé à blanc. D'un geste brusque du bras, il envoya la jeune femme presque à l'autre bout de la pièce. Il se contenta de faire un signe aux 2 autres, qui aussitôt reculèrent. C'était le geste que je l'avais vu faire devant les loups, d'une voix si basse qu'elle était presque un murmure, mais qui pourtant donnait véritablement l'impression de couper l'air pour résonner ensuite dans toute la chambre. Il leur dit : « Comment l'une d'entre vous a-t-elle osé le toucher ? Comment osez-vous poser les yeux sur lui alors que je vous l'ai défendu ? Allez-vous-en, vous dis-je. Cet homme est en mon pouvoir. Prenez garde d'intervenir, vous aurez affaire à moi. » La jeune femme blonde, avec un sourire provoquant, se retourna pour lui répondre. « Mais vous-même n'avez jamais aimé. Vous n'aimez pas !» Les 2 autres se joignirent à elle, et des rires si joyeux, mais si durs, si impitoyables retentirent dans la chambre que je faillis m'évanouir. Au vrai, ils retentissaient comme des rires de démons. Le comte, après m'avoir dévisagé attentivement, se détourna et répliqua, à nouveau dans un murmure. « Si, moi aussi je peux aimer. Vous le savez d'ailleurs parfaitement. Rappelez-vous. Maintenant, je vous promets que lorsque j'en aurai fini avec lui, vous pourrez l'embrasser autant qu'il vous plaira. Et c'est nous. Il me faut à présent l'éveiller, car le travail attend. » « Nous n'aurons donc rien cette nuit ?» demanda l'une d'elles en riant légèrement, tandis que du doigt elle désignait le sac que le comte avait jeté sur le plancher, et qui remuait comme s'il renfermait un être vivant. Pour toute réponse, il secoua la tête. Une des jeunes femmes bondit en avant et ouvrit le sac. Je crus entendre un faible gémissement, comme celui d'un enfant à demi étouffé. Les femmes entourèrent le sac tandis que je demeurais pétrifié d'horreur. Mais alors que je tenais encore mes regards fixés sur le plancher, elles disparurent, et le sac disparut avec elles. Aucune porte ne se trouvait à proximité, et si elles étaient passées devant moi, je l'aurais remarqué. Elles avaient dû s'évanouir tout simplement dans les rayons de la lune, et passer par la fenêtre, car l'espace d'un moment, j'aperçus au dehors leur silhouette à peine distincte. Puis elles disparurent tout à fait. Alors, vaincu par l'horreur, je sombrai dans l'inconscience. Merci pour votre écoute. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à nous rejoindre sur les réseaux. Le lien est dans la description.